Je vais vous parler aujourd'hui de l'Ukraine au temps de l'éveil des nations entre 1876 et 1905. L'Ukraine actuelle n'existait pas. Le territoire était divisé entre deux empires, austro-hongrois à l'ouest et russe à l'est. Alors, vous voyez ici en blanc les frontières actuelles de l'Ukraine. Ici, l'empire austro-hongrois avec cette partie de l'Ukraine actuelle qui était sous domination austro-hongroise. Et vous voyez que la plus grande partie de l'Ukraine, ici en vert, était sous domination russe. La situation est restée stable, en dehors de quelques parenthèses, de 1795 à 1917. En 1795 a eu lieu le troisième partage de la Pologne entre la Prusse, la Russie et l'Autriche-Hongrie. Ici, la Prusse, la Russie, l'Autriche-Hongrie qui se sont partagés la Pologne. C'est suite à ce partage que l'Ukraine actuelle s'est trouvée répartie entre les deux empires. Et la situation a perduré jusqu'en 1917. En 1917, c'est la Révolution et la création de l'éphémère République populaire ukrainienne. Dans le cadre de cette conférence, nous allons restreindre le champ chronologique. Nous ne pourrons pas traiter un siècle et demi en 1 heure. Je vous propose donc, comme borne chronologique, les années 1876 et 1905. 2 années très importantes pour l'histoire de l'Ukraine. En 1876 est promulgué l'Ukaz d'Ems. Sur décision du tsar Alexandre II, sont interdits les impressions et représentations scéniques en ukrainien. Ce décret vient compléter des dispositions antérieures, dans une optique de russification. Vous avez donc une quasi-interdiction de la langue ukrainienne dans l'espace public. Ce décret est resté en vigueur jusqu'à la Révolution de 1905, qui a apporté en quelque sorte une respiration pour les Ukrainiens, pas uniquement pour les Ukrainiens. À partir de 1905, pour quelques années, les publications en ukrainien sont à nouveau autorisées. Ces 2 dates nous permettent de cerner une période fondamentale pour l'histoire de l'Ukraine, mais elles sont avant tout théoriques. Nous les dépasserons parfois, vous allez le voir, je vous parlerai des années 1910 ou 1860, lorsque cela peut enrichir notre propos. Ces 2 dates sont fondamentales pour la partie russe de l'Ukraine. L'Ukaz d'Ems s'est appliqué seulement dans cette partie-là de l'Ukraine. L'Empire austro-hongrois a mené une autre politique dans cette région, politique plus libérale vis-à-vis des intellectuels ukrainiens. Mais nous verrons que c'est à nuancer. Pour vous parler maintenant du contexte. Durant ce long XIXe siècle s'affirment les nations. C'est durant ce long XIXe siècle qu'on voit s'affirmer des mouvements d'émancipation de peuples sous domination étrangère. Au sein des empires russes et austro-hongrois, il est possible de citer la Finlande, sous domination russe, ou la Pologne, sous domination diverses et variées, qui ont pu obtenir leur indépendance au lendemain de la Première Guerre mondiale. Que ce soit la Russie ou l'Autriche-Hongrie, nous sommes face à des empires pluriethniques, avec plusieurs nationalités, plusieurs confessions qui coexistent. Le territoire de l'Ukraine actuelle l'était également. C'était un territoire pluriethnique, peuplé majoritairement d'Ukrainiens, mais également de Polonais, d'Allemands, ainsi de suite. Durant cette conférence, je ne vais pas vous parler d'art ukrainien ou d'art des Ukrainiens au tournant des 19e et 20e siècles. Je vais vous évoquer ce qui a été créé sur le territoire de l'Ukraine actuelle, ce qui constitue le patrimoine de l'Ukraine du 21e siècle, ce que vous pourriez voir si vous allez en Ukraine. Durant cette conférence, je vais employer le terme Ukraine, non pas au sens d'une entité étatique, non pas au sens d'une entité ethnique, mais au sens d'un territoire géographique. Je ne vais pas vous dire à chaque fois sur les territoires de l'Ukraine actuelle. Je vais vous dire en Ukraine, mais il faut bien comprendre que ça ne représente pas un pouvoir politique. Voilà, pour préciser. Sur ce territoire, l'Ukraine donc, 2 tendances se dégagent. 2 tendances que je vais vous présenter.
D'une part, une intégration au réseau européen. Européen au sens large, européen au sens géographique, si je puis dire, c'est-à-dire tant l'Europe occidentale, jusqu'à la France, que la Russie. L'Ukraine est intégrée à un ensemble bien vaste. Et d'autre part, une tendance assez différente d'affirmation de l'identité ukrainienne. C'est une époque où les Ukrainiens affirment leur identité via leur langue, leur culture, l'étude de leur histoire, ainsi de suite. Je vous propose de commencer par ce qui relie l'Ukraine au reste de l'Occident et de la Russie. Je vais vous citer un certain nombre d'exemples pour vous replacer la création artistique en Ukraine dans son contexte. Il n'y a pas forcément de filiation directe, il s'agit juste de vous montrer dans quel contexte l'Ukraine s'inscrit. Et nous commençons directement avec l'histoire qui concerne les deux empires occupant l'Ukraine. Tant l'Autriche-Hongrie que la Russie ont fortifié leurs frontières au tournant des 19e et 20e siècles. Je rappelle quelques éléments de contexte ici. Les conflits sont réguliers à l'époque. Entre 1853 et 1856, la guerre de Crimée oppose l'Empire russe aux empires ottomans, français et britanniques. La guerre franco-prussienne oppose les deux États en 1870-1871. Cette époque est également une époque d'innovation technologique dans le domaine de l'armement. Vous trouverez par exemple mentionné dans certains ouvrages la crise de l'obus-torpille. Face à ce contexte, de nouvelles fortifications sont édifiées d'un bout à l'autre de l'Europe. En France, des lignes de fortification sont conçues par le général Céré de Rivière, le long des frontières et des côtes françaises, ainsi qu'autour de Paris. Vous pourrez en visiter peut-être cet été. De même, des fortifications sont construites en Allemagne, mais aussi en Austro-Hongrie et en Russie. Citons par exemple les forts de Cracovie, côté austro-hongrois, et celui de Tarakaniv, côté russe. Le fort de Tarakaniv a été édifié entre 1895 et 1900. Il est situé dans les environs d'une ville nommée Dubno, à proximité d'une voie de chemin de fer. Sa position est stratégique. Il a été construit en maçonnerie de briques et a été modernisé à plusieurs reprises avec du béton armé. Vous voyez ici l'état actuel du fort avec les maçonneries de briques. Au centre se trouve un bâtiment résidentiel trapézoïdal. Ici, vous voyez ici une vue aérienne. Et autour se trouvent des casemates aux fonctions diverses et variées. Dans ses principes, ce fort est proche des autres forts européens de la même époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de manière allemande, française, russe ou austro-hongroise de construire des forts. Face au même problème, les ingénieurs trouvent les mêmes solutions. J'ajouterai quelque chose encore concernant ce fort. Il a été conçu par un général russe, Édouard de Todleben, qui avait participé au siège de Sébastopol en 1855. Vous voyez que ce contexte n'est pas abstrait, c'est un contexte bien concret. Ce sont des ingénieurs, des généraux qui ont vécu la guerre, qui se préparent à d'autres guerres. Et dans le cas de Tarakaniv, le fort a été pris en 1916, durant la Première Guerre mondiale, par les troupes austro-hongroises. Voici ici une vue du fort lors de sa prise en 1916. Le fort se trouve actuellement en Ukraine, loin de toute frontière, et vous le voyez, il est abandonné. Il n'a plus aucune fonction, il disparaît tout doucement. Nous pouvons espérer qu'un jour, ce fort sera restauré et sera ainsi préservé. Les empires ne font pas que se protéger, ils développent aussi leur réseau de communication. Les États russes et austro-hongrois développent les chemins de fer. D'abord du côté austro-hongrois, Lviv, ici, est relié à l'Empire en 1861 grâce à la ligne Lviv-Peremyśl,
qui se situe actuellement en Pologne. Et progressivement, les villes de l'Empire russe vont aussi être reliées par le chemin de fer, Odessa, Kiev, puis d'autres sont progressivement reliées entre elles, puis à l'Empire. Vous avez ici Odessa, Kiev. Ce sont 3 villes dont je serai amené à reparler plusieurs fois durant la conférence. Donc, vous retiendrez peut-être leur nom à la fin. L'Ukraine se couvre de gares, en conséquence. En voici 2 exemples, choisis parmi d'autres. La gare de Kovel, en Volhynie, ici, et la gare d'Yekaterinoslav, l'actuelle Dnipro, ici, construite dans le style néo-russe. C'est un bâtiment qui s'inspire des constructions russes des XVIe et XVIIe siècles. L'Ukraine se couvre de gares, mais pas uniquement. Vous avez tout un ensemble d'édifices qui sont construits dans les grandes villes ukrainiennes de cette époque. L'Ukraine est marquée par l'urbanisme et par l'architecture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Mais avant cela, je vous propose un petit détour par Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois. Cela me permettra de vous expliquer les grands principes de l'architecture à cette époque. Les architectes et les commanditaires se tournent vers l'architecture des siècles passés. Ils puisent leur inspiration dans les architectures antiques, médiévales et modernes. Certaines tendances associent également des styles à des fonctions. Je vais vous montrer cela ici. Vous avez par exemple un parlement qui reprend la forme des temples grecs par référence à la démocratie athénienne. Vous avez ici un théâtre de style néo-baroque et néo-renaissance par référence aux théâtres italiens. Ici un hôtel de ville néo-gothique flamboyant qui se réfère aux hôtels de ville médiévaux des villes flamandes à l'époque de leur âge d'or. Et ici une église votive qui s'inspire des cathédrales de l'Europe médiévale. Vous voyez que les styles ne sont pas choisis au hasard, mais qu'ils correspondent à des fonctions. C'est également le cas en Ukraine. Je vous propose un petit voyage au travers le pays. Tout d'abord en commençant par les façades monumentales dotées de colonnades. À cette époque, l'Ukraine se couvre de ce type de façades. Elles incarnent la respectabilité des institutions qu'elles abritent. C'est le cas de l'Université polytechnique de Lviv, ici, construite dans les années 1870 par les autorités autrichiennes. L'Université de Lviv a été fondée durant les années 1840. Elle est dotée d'un nouveau bâtiment dans les années 70, bâtiment qui sert toujours aujourd'hui à l'actuelle Université polytechnique. Il y a une continuité dans les fonctions. Vous avez en bas le Musée national d'art ukrainien de Kiev, la capitale actuelle de l'Ukraine, construit en 1904. Et vous voyez que le musée reprend l'architecture des temples grecs antiques. Le Musée national d'art ukrainien s'inscrit dans une longue tradition, celle des musées-temples, des temples dédiés à l'art en quelque sorte. Je vais vous citer 2 exemples pour vous montrer l'ampleur chronologique et géographique. La Glyptothèque de Munich, par exemple, édifiée entre la Glyptothèque de Munich, édifiée entre 1816 et 1830, ou le Philadelphia Museum of Art aux États-Unis, inauguré en 1876. Vous voyez que le musée national d'art ukrainien s'inscrit dans une longue histoire, dans une longue tradition qu'il partage avec le reste de l'Occident. Je tiens à préciser que ce musée est encore abrité dans cet édifice. À la même époque, l'Europe se couvre d'opéras. Pour vous donner quelques exemples encore une fois, celui de Vienne est inauguré en 1869, l'Opéra Garnier à Paris en 1875 et celui de Lviv en Ukraine en 1900. Je vous présente ici l'Opéra d'Odessa,
Voici une vue de l'extérieur et une vue de l'intérieur. Cet opéra a été construit entre 1884 et 1887. Bien que situé sur le territoire de l'Empire russe, il a été construit par deux architectes autrichiens, Ferdinand Fellner et Hermann Helmer. Il prend la place d'un opéra antérieur qui avait été construit en 1809 et détruit par un incendie en 1873. Genre d'événement qui n'était pas rare pour des opéras. Le nouvel opéra s'inspire d'un édifice construit dans les années 1870, l'opéra de Dresde, construit par Manfred Semper, après l'incendie de l'opéra construit par son père, Gottfried Semper. Vous voyez que l'opéra d'Odessa reprend la structure de l'opéra de Dresde. On y voit les espaces d'accueil, devant, la salle, ici, et la scène avec ses machineries derrière. De l'extérieur, on comprend comment est organisé l'intérieur de l'opéra. Comme l'opéra de Dresde, l'opéra d'Odessa a été construit dans les styles néo-renaissance et néo-baroque. Son décor est particulièrement abondant. Une partie de son décor se réfère à l'Antiquité. Se trouvent rassemblés dans cet opéra les muses Melpomène et Terpsichore, le centaure Chiron et le dieu Apollon. Les pièces des auteurs grecs Euripide et Aristophane, mais aussi celles de l'anglais William Shakespeare, ont servi de source d'inspiration pour les décors de l'opéra. Vous avez également des bustes qui permettent d'évoquer quelques grands noms de l'Empire russe. Par exemple, le poète Alexandre Pouchkine, l'écrivain Nikolai Gogol ou encore le compositeur Mikhail Glinka. Vous avez tout un univers qui est rassemblé ici, un univers qui est à la fois tourné vers l'Europe, avec Shakespeare, et vers la Russie. De leur côté, les églises catholiques polonaises et luthériennes allemandes, présentes sur le territoire de l'Ukraine, se réfèrent à l'architecture gothique, celle de l'Europe occidentale médiévale entre les XIIe et XVIe siècles. Peu d'édifices gothiques ont été édifiés en Ukraine durant le Moyen-Âge et peu subsistent. Avec ces références, les églises catholiques et luthériennes affirment leur présence dans l'espace public, mais également leur singularité. Vous avez ici une église luthérienne à Loutsk, nous sommes au nord-ouest de l'Ukraine, construite en briques, et ici une église, la cathédrale Saint-Nicolas, construite à Kiev au tournant des 19e et 20e siècles. Vladislav Horodecki est un architecte important dont nous avons déjà parlé. Il a construit le Musée national d'art ukrainien et nous serons amenés encore à en reparler. Ici, malgré le conservatisme des formes, l'architecte ne renonce pas aux dernières innovations techniques. L'édifice est construit en béton. On pourrait croire qu'il s'agit de pierre, mais il s'agit de béton. Je me permets un petit pas de côté avec l'église Saint-Stanislas de Kovel, construite durant l'entre-deux-guerres. Je vais un peu plus loin même beaucoup plus loin que le bande chronologique. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette église a été construite en s'inspirant des édifices gothiques et baroques catholiques de Pologne. Pour quelle raison ? Au lendemain de la Révolution russe, Kovel, autrefois située dans l'Empire russe, n'est plus une ville de l'Empire russe. Kovel est intégrée à la République de Pologne. Construire un édifice inspiré des églises catholiques polonaises à Kovel, c'est affirmer l'appartenance de cette ville à la Pologne. Toutes ces constructions ont aussi des buts politiques. Cette église a malheureusement été détruite durant la Seconde Guerre mondiale en 1945. Les églises orthodoxes, elles, ne se tournent pas vers le néo-gothique, elles ne se tournent pas vers l'Europe occidentale médiévale. Elles font le choix de regarder l'art byzantin et l'art russe. Avec la cathédrale Saint-Vladimir de Kiev, elles affirment leur filiation avec Byzance et avec la Rousse de Kiev.
Byzance, cet empire qui avait christianisé les Slaves installés sur le territoire de l'actuelle Ukraine et qui avait disparu au XVe siècle. Et la Rousse de Kiev, premier État installé sur le territoire de l'actuelle Ukraine, qui avait Kiev pour capitale. Vous retrouvez ici le plan en croix grecque inscrite, c'est-à-dire que l'église est rectangulaire, il n'y a pas de transept qui dépasse, et l'ensemble est surmonté de coupoles. Ici, 7 coupoles. Le décor fait également référence à la période de la Rousse de Kiev. Le programme a été conçu par un professeur d'université, Andrei Prachov, qui a fait appel à des artistes ukrainiens, russes et polonais. Parmi eux, le russe Viktor Vasnetsov, qui a représenté le baptême de Vladimir. En 988, le roi Vladimir, roi de la Rousse de Kiev, se convertit au christianisme, ce qui a entraîné la christianisation des territoires de l'actuelle Ukraine. Ici, les concepteurs du programme et de l'édifice rappellent les racines du christianisme orthodoxe ukrainien et russe. D'autres édifices se placent dans la continuité de l'Empire russe, en s'inspirant des églises des XVIe et XVIIe siècles construites en Russie. C'est le cas de l'église de Jouravniki, située dans l'ouest de l'Ukraine, à proximité de l'actuelle frontière polonaise, qui reprend plusieurs éléments typiques de cette architecture. L'abondance du décor, la toiture pyramidale, ou encore les clochers à bulbes. Vous voyez ici un exemple du XVIIe siècle situé à Moscou. Vous retrouvez le même type de clocher, le même type de bulbe et l'abondance du décor. Cette tendance à se retourner vers les XVIe et XVIIe siècles concerne les églises construites en Russie, à Saint-Pétersbourg par exemple, mais aussi à l'étranger, à Paris, à Nice, à Jérusalem, pour citer quelques noms. Cette tendance concerne également les territoires de l'Empire russe qui n'étaient pas russes. Là encore, ces choix stylistiques sont politiques. Se tourner vers des édifices des XVIe et XVIIe siècles, c'est se tourner vers des édifices antérieurs au XVIIIe siècle, antérieurs à l'occidentalisation de la Russie. Pour reprendre les mots de l'architecte français Viollet-le-Duc, nous assistons à la réinstallation de l'art russe en Russie. L'implantation de bâtiments néo-russes sur les territoires non-russes de l'Empire n'était pas innocente. Elle visait à russifier ces régions, la plupart du temps hostiles au pouvoir impérial. La construction de tels édifices relevait de différents commanditaires, de l'Église orthodoxe à l'administration impériale, en passant par des commanditaires privés. Dans le cas de l'église de Jouvarniki, il s'agit vraisemblablement d'une initiative privée. Et vous avez ici un exemple non localisé en Estonie. Vous voyez qu'il est très similaire à l'exemple ukrainien. Il y a vraiment une volonté politique d'imposer la Russie, l'architecture russe, dans des territoires qui n'étaient pas russes au XVIe et XVIIe siècle et qui, en tout cas, n'abritent pas d'architecture de ce type, ou en tout cas très peu. C'est également au tournant des XIXe et XXe siècles que de nombreuses synagogues sont construites en Ukraine, tant du côté autrichien que du côté russe. Le contexte est très compliqué. Il y a à la fois de très grosses communautés juives au sein de ces deux empires, notamment à la frontière occidentale de l'Empire russe. C'est une volonté politique. Communautés qui sont très actives, intellectuellement et artistiquement, mais qui subissent aussi les pogroms. Il y a des massacres réguliers, il ne faut pas l'oublier. Dans ce paysage, je vous présente un exemple, la synagogue d'Oujgorod. Oujgorod était située dans la partie austro-hongroise de l'Ukraine. Oujgorod était un centre intellectuel juif, une imprimerie hébraïque qui était installée depuis 1864
Et en 1904 fut inaugurée la nouvelle synagogue de style néo-mauresque, dont l'architecture est inspirée, entre autres, des architectures islamiques et byzantines. Ici, vous voyez un arc outrepassé inspiré de l'architecture islamique. Ici également. Nous avons terminé une partie de notre parcours. Celui qui se tourne vers le passé, celui qui va chercher dans le passé son inspiration. Mais dans les années 1890, souffle un vent nouveau en Europe. Des architectes et des artistes cherchent à créer un art contemporain pour leurs contemporains. C'est un état d'esprit qui est partagé à Paris, Bruxelles, Glasgow, Vienne et d'autres villes encore. Ce mouvement porte le nom d'Art Nouveau en France et en Belgique, de Jugendstil en Allemagne et de Wiener Secession, sécession viennoise, en Austro-Hongrie. Je vous présente ici deux édifices construits à cette époque. Le cirque Krotikov à Kiev, ici. Ce cirque pouvait accueillir 2000 spectateurs. Il a été construit en béton armé et malheureusement détruit en 1941-1943, encore une fois durant la guerre. La Seconde Guerre mondiale a causé de très nombreux dégâts. Je ne vous l'ai pas dit un peu plus tôt, mais je vous ai présenté deux gares, à Kovel et à Yekaterinoslav, qui n'existent plus. Elles ont disparu lors des conflits successifs, comme le cirque Krotikov. Et voici en bas la clinique du docteur Piotr Kaczkowski, construite à Kiev en 1907. Il y a un élément particulièrement intéressant, à savoir l'accès à la cour intérieure, ici. L'architecte s'est inspiré, a repris presque littéralement, l'entrée du Castel des Bérengers, construite à Paris par Hector Guimard dans les années 1890. Vous voyez qu'il y a une partie des architectes installés en Ukraine qui regardent ce qui se passe à Paris et plus largement en Europe et qui s'en inspirent. Mais certains architectes ont développé de leur côté un art nouveau ukrainien. C'est le cas de Vassil Kryczewski, qui a construit entre 1903 et 1908 l'Assemblée territoriale de la province de Poltava. Nous sommes plutôt dans l'est de l'Ukraine cette fois-ci. Vassil Kryczewski est à la fois architecte et peintre. Pour cet édifice, il s'est inspiré des arts populaires ukrainiens. On retrouve quelques éléments de l'architecture des églises en bois. Il y a beaucoup d'églises en bois qui ont été construites en Ukraine. Un certain nombre sont conservées pour les XVIIe et XVIIIe siècles. On retrouve notamment l'imbrication des modules géométriques. Vous voyez les rectangles imbriqués. Ou la présence de tours coiffées de toits à 4 pans superposés, comme ici et là. Voici un exemple du XVIIIe siècle, l'église de Canora. Vous voyez ce type de tour avec les toitures superposées. L'architecte est également inspiré des arts traditionnels, comme la broderie par exemple. Alors ici, je vous montre deux exemples pour que vous ayez une idée de ce à quoi peuvent ressembler les sources d'inspiration de l'architecte, mais ce ne sont pas des sources directes. Je vous montre des exemples parmi d'autres pour vous faire comprendre quelles ont été ces sources. On retrouve, tiré de l'architecture ukrainienne, les portes et les fenêtres hexagonales, les sculptures sur bois également, que l'on retrouve à l'intérieur. Voici un exemple ici. Le bâtiment accueille le musée ethnographique de Poltava, fondé en 1891. Il a malheureusement été endommagé durant la Seconde Guerre mondiale et a été restauré entre 1945 et 1964. Mais nous avons la chance de conserver des photographies prises en 1908 par Józef Chmelewski, qui permettent d'avoir une idée de l'aspect de l'édifice au moment de son inauguration. Vous voyez ici notamment des motifs végétaux, ici, qui se retrouvent
dans les arts populaires ukrainiens. Et vous voyez sur ce plan également l'imbrication des modules géométriques. C'est un édifice exceptionnel, mais qui n'est pas unique. Vous avez d'autres édifices construits par le même architecte, par exemple l'école Grouchevski à Kiev, construite en 1911, mais également des immeubles d'habitation que je ne vous présente pas ici par manque de temps. Je vous propose maintenant de passer à un édifice hors du commun, la maison aux chimères, construite à Kiev en 1901-1902. Cette maison a été édifiée par Władysław Horodecki, l'architecte du Musée national d'art ukrainien de Kiev et de la cathédrale Saint-Nicolas de Kiev. Vous voyez qu'il travaille dans les différents styles. Il nous fait du néo-grec, du néo-gothique et ici un édifice très surprenant. Władysław Horodecki est un architecte d'origine polonaise qui a étudié à l'Académie de Saint-Pétersbourg. Il construit ici un ensemble de 7 appartements, l'un étant dédié, enfin l'un étant le sien, et les 6 autres étant destinés à la location. La maison a été construite en béton. Ses fondations sont composées d'une 50aine de piliers en béton armé de 5 mètres de haut. Les sculptures sont également en béton et en ciment Portland. Elles représentent des rhinocéros, des nénuphars, d'autres animaux. Vous avez par exemple ici les rhinocéros, mais ici un dragon. Les sculptures ont été réalisées par Elio Sala, un sculpteur italien installé à Kiev de 1895 à 1914. Elles sont inspirées par la nature, comme beaucoup de créations à cette époque en Europe. Cette maison n'est pas hors du commun par hasard. Horodecki avait créé en 1898 une entreprise de béton à Kiev. Cette maison reflète la fierté de l'entrepreneur, mais rassure également les potentiels acheteurs quant à la fiabilité des matériaux. Et là, je vais vous évoquer une coïncidence, puisque nous avons un exemple similaire en France en 1901-1903, durant les mêmes années. François Hennebique construit sa villa à Bourg-la-Reine, en région parisienne. Il l'a construit pour lui-même, mais aussi pour montrer les vertus d'un matériau qu'il commercialise, le béton armé Hennebique. Ces deux exemples contemporains témoignent de l'effervescence qu'il y avait alors en Europe, de Paris à Kiev. Mais au-delà des coïncidences, j'aimerais vous parler de la formation de ces architectes. Où ont été formés les architectes qui ont travaillé sur le territoire de l'Ukraine actuelle? Donc là, il ne s'agit que des architectes Art Nouveau, pour faire simple. Les architectes actifs à Kiev ont tous été formés à Saint-Pétersbourg, soit à l'académie, soit à la faculté. Vous avez ici une liste non exhaustive. Les architectes actifs à Lviv, eux, ont été formés pour une grande partie à Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois, mais également pour certains d'entre eux à Munich. On voit également que certains ont été formés à Paris, mais vous voyez que c'est un nombre très restreint par rapport à ceux qui ont été formés à Saint-Pétersbourg et à Vienne. Ceux formés à Paris sont d'ailleurs actifs ensuite à Kiev et à Lviv indifféremment. Vous avez donc presque une frontière perméable, de ce point de vue-là, entre les deux empires. L'opéra d'Odessa a été construit par des architectes autrichiens sur le territoire russe. Vous avez des architectes installés en Ukraine qui s'inspirent d'Hector Guimard, l'architecte français, et vous voyez que ces échanges sont à nuancer. Certains peintres se tournent également vers l'ouest de l'Europe. C'est le cas de Vsevolod Maximovitch, artiste originaire de Poltava, dont je vous ai déjà parlé.
Vsevolod Maximovitch s'est suicidé à l'âge de 20 ans en 1914. Il a donc produit sur une période très courte. Parmi ces modèles, nous pouvons signaler l'anglais Aubrey Beardsley, mort à 25 ans en 1898. Il a quand même vécu 50 plus que Vsevolod Maximovitch. Les deux artistes ne se sont jamais rencontrés, mais Vsevolod Maximovitch a transposé dans une huile sur toile les graphismes d'Aubrey Beardsley. Vous avez ici une estampe réalisée pour l'ouvrage Salomé d'Oscar Wilde, donc une planche imprimée, transposée ici. Les deux artistes ne se sont jamais rencontrés. Vsevolod Maximovitch n'est vraisemblablement pas parti en Angleterre, mais il a eu connaissance de l'art d'Aubrey Beardsley via les publications qui étaient disponibles. Je vous ai mis un exemple ici de Nicolas Evreinov, Beardsley, publié probablement en 1912 à Saint-Pétersbourg. L'art de l'Europe occidentale est accessible au sein de l'Empire russe via les publications. D'autres artistes se rendent à l'étranger pour étudier et pour travailler. Je vous montre ici deux exemples, deux artistes ukrainiens. Mikhail Jouk, qui a été actif notamment à Odessa et qui a étudié à Cracovie auprès de Stanisław Wyspiański. Cracovie se situait alors au sein de l'Empire austro-hongrois, ce qui n'empêchait pas des artistes de l'Empire russe d'aller étudier là-bas. On retrouve tant chez Wyspiański que chez Jouk un symbolisme très fort. Vous avez ici le noir et le blanc, deux anges, avec un paysage derrière, probablement le paysage de l'Ukraine, les plaines de l'Ukraine. Alexandre Moulachko, lui, est allé à Paris. Il y a travaillé, il a peint à Paris de nombreux tableaux. Au début du XXe siècle, notamment cette jeune fille au chapeau rouge. Moulachko, là-bas, a regardé les peintres impressionnistes dont il s'est inspiré. Moulachko ne s'est pas contenté de rester à Paris, il est également allé à Munich. Vous voyez qu'il a fait tout un circuit au travers l'Europe occidentale. Passons maintenant à la deuxième face de l'Ukraine à cette époque, celle qui affirme l'identité de l'Ukraine. L'affirmation de l'identité ukrainienne passe par la défense de la langue ukrainienne attaquée par plusieurs décrets successifs, dont l'Ukaz Dems, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1876. Il faut avant tout évoquer un personnage fondamental pour l'histoire ukrainienne, Taras Shevchenko. Poète et peintre ukrainien, Taras Shevchenko est né serbe en 1814 au sein de l'Empire russe. Il n'a été libéré de sa servitude qu'en 1838 pour devenir artiste, écrivain et peintre. Il est à l'origine du développement de la littérature en ukrainien. Il a publié de nombreux poèmes, parmi lesquels son recueil Kobzar, publié pour la première fois en 1840. Ses luttes contre le pouvoir tsariste et son patriotisme l'ont conduit en prison et en exil. Il lui a même été interdit d'écrire et de dessiner, interdiction qu'il n'a pas réellement respectée. Malgré tous ces freins, son œuvre était et reste fondamentale pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens. Aujourd'hui encore, Taras Shevchenko est un personnage fondamental pour les Ukrainiens. Tout au long du XIXe siècle, de nombreux hommages lui sont rendus. En 1873 a été fondée la société scientifique Taras Shevchenko à Lviv, côté austro-hongrois,
Vous avez ici une publication de cette société, Mitteilungen des Shevchenko-Vereins. Vous voyez ici également du nom de Shevchenko, Imeni Shevchenka. À Lviv toujours, côté austro-hongrois, la manufacture Levinsky produit des plats à l'effigie de Taras Shevchenko. Côté russe, les autorités sont plus réticentes. Plusieurs projets de statut sont envisagés, mais n'aboutiront qu'à l'époque soviétique. Vous voyez qu'il y a un temps de retard côté russe, étant donné la répression du pouvoir tsariste. Ce culte rendu à Shevchenko ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent pour le dénoncer, notamment celles des artistes d'avant-garde. Je vous cite ici Mikhail Semenko dans son ouvrage Audace, publié en 1914. Il dit « Tu m'apportes ton kobzar crasseux, et tu me dis « Voici mon art. Homme, j'ai honte pour toi. Le temps transforme le titan en un lilliputien insignifiant, et la place de Shevchenko est dans les notes des sociétés scientifiques. » Je reprends ici la traduction de l'ouvrage d'Alicia Loshkina. Le ton est volontairement provoquant, vous le voyez. C'est à l'image de ce qu'avaient pu écrire les futuristes italiens quelques années auparavant. En 1909, Filippo Tommaso Marinetti affirmait « Une automobile rugissante est plus belle que la victoire de Samothrace ». Mais ici, en s'attaquant à Taras Shevchenko, les artistes d'avant-garde s'attaquent à l'icône d'un peuple occupé sous domination étrangère. Nous sommes tout de même dans un contexte très différent. La fin du XIXe et le début du XXe siècle est une période très importante pour la littérature ukrainienne. Certains grands auteurs ont vécu à cette époque. Ce n'est pas le cas de Taras Shevchenko, vous l'aurez compris, mais de Lessia Ukrainka et d'Ivan Franko. Je vais rapidement vous présenter leur parcours avec quelques points intéressants. Tout d'abord, je commence par Lessia Ukrainka, de son vrai nom Larissa Kotchak, une poétesse engagée qui a vécu sur le territoire russe. Elle était proche des milieux sociodémocrates, elle écrivait en ukrainien et s'opposait au pouvoir russe. À ce titre, elle a été emprisonnée en 1907. Atteinte de tuberculose, elle est malheureusement décédée prématurément. Dans son œuvre, nous trouvons des poèmes, mais également beaucoup de traductions d'auteurs étrangers. Lessia Ukrainka souhaitait rendre accessibles les auteurs étrangers aux Ukrainiens. Elle voulait traduire leurs œuvres en ukrainien. En 1890, elle a listé un ensemble d'œuvres à traduire. Et on y trouve des ouvrages de Pouchkine et de Tolstoï, les auteurs russes, mais également de Cervantes et de Shakespeare, ou encore de Flaubert, de Balzac, de Rousseau et de Voltaire. Vous voyez qu'il y a une volonté presque universelle à l'échelle de l'Occident de rendre ces textes accessibles aux Ukrainiens. Ivan Franko, lui, a vécu côté autrichien. Il a étudié à Lviv et à Vienne et a travaillé comme écrivain et journaliste, principalement à Lviv. Il a été l'un des fondateurs du mouvement socialiste en Galicie. Vous trouvez là un point commun entre Lessia Ukrainka et Ivan Franko. Deuxième point commun, il a été emprisonné à plusieurs reprises en raison de son activité intellectuelle et politique. C'était le sort commun des intellectuels ukrainiens de l'époque. Certains ont fui à l'étranger. C'est le cas de Mikhailo Drahomanov, qui avait vécu sur le territoire de l'Empire russe et qui cherchait à attirer l'attention du monde entier sur la situation en Ukraine. Il a notamment prononcé une conférence publiée sous le titre suivant « La littérature ukrainienne proscrite par le gouvernement russe, rapport présenté au Congrès littéraire de Paris en 1878 ». Texte publié en français et disponible en français. Dans ce texte, Drahomanov veut montrer au monde entier quelle est la situation de l'Ukraine à cette époque.
de la littérature ukrainienne et de la langue ukrainienne. Il reproduit Luka Dems, que nous avons cité tout à l'heure. Il explique l'histoire de l'Ukraine et les diverses occupations du territoire par des puissances étrangères. Il explique l'histoire de la littérature ukrainienne et il évoque bien entendu Taras Shevchenko. Son rapport commence avec les mots suivants, parmi les premières phrases. « Je veux parler de la littérature ukrainienne proscrite, persécutée par le gouvernement d'un des plus grands États du monde. » Le ton est donné. En parallèle de la défense de la langue, de nombreux intellectuels ukrainiens s'intéressent au peuple. Ils s'intéressent aux populations paysannes. L'affirmation de l'identité ukrainienne passe par l'étude du peuple, qu'elle soit scientifique ou artistique. L'ethnographie ukrainienne se développe tout au long du XIXe siècle. Quelques études antérieures sont connues, comme celle de Grigory Kalinovsky, Description des rituels populaires ukrainiens du mariage, publiée en 1777. Mais c'est durant la seconde moitié du XIXe siècle que la recherche ethnologique s'organise. Deux sociétés se distinguent par leur activité. Tout d'abord, le département sud-ouest de la Société géographique impériale russe, actif à Kiev entre 1873 et 1876. Ces recherches ont porté sur de nombreux sujets, parmi lesquels les chants populaires ou les broderies. Drohomanov, dont nous avons parlé juste avant, a, par exemple, étudié les chants populaires. Ce département a été fermé en 1876 par les autorités russes, 1876, année de Luka Dems. Vous voyez que la répression ne concerne pas que la langue, mais elle concerne aussi la recherche scientifique. Certains chercheurs ont quitté l'Empire russe, comme Fedir Vovk en 1879. Ce dernier s'est installé à Paris en 1887 et n'est revenu sur le territoire de l'Empire russe qu'en 1905, au moment de la respiration consécutive à la révolution de 1905. Côté austro-hongrois, la commission ethnographique de la société scientifique Taras Shevchenko à Lviv bénéficie d'une plus grande liberté d'action. Les membres de la société entreprennent de grands travaux, comme les 5 volumes du Pays Rudzul. Si vous vous demandez ce qu'est le Pays Rudzul, je vais vous expliquer dans quelques minutes ce qu'il en est. Parallèlement, des musées naissent grâce à des initiatives privées. C'est par exemple le cas du musée Steingel en Volhynie, au nord-ouest de l'actuelle Ukraine. Certains musées sont fondés grâce à des legs. C'est le cas du musée régional d'Yekaterinoslav, l'actuel Dnipro, qui est fondé suite au legs d'Alexandre Paul. Vous avez eu de nombreuses recherches à cette époque sur le costume qui s'est développé durant tout le XIXe siècle, qui s'est enrichi de broderies avec des variantes régionales. Vous avez la même chose en France, en Bretagne ou en Alsace par exemple, avec des coiffes typiques de ces régions qui se développent au XIXe siècle. Je vous ai mis ici un exemple de costume de Volhynie, nous sommes au nord-ouest de l'Ukraine. Ce dessin a été publié en 2004 par Galina Ivashkiv. Ce n'est pas un dessin du XIXe siècle, mais ça vous donne une idée des vêtements que l'on pouvait voir en Ukraine à cette époque. Plusieurs artistes se tournent également vers le peuple. C'est le cas du peintre russe Ilya Riepin. Ilya Riepin est né sur le territoire de l'actuelle Ukraine, à Tchourouïv, dans la région de Kharkiv. Nous sommes donc à l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a été une source d'inspiration pour plusieurs de ses œuvres, dont ces deux-là, les Cosaques Zaporog et Vetchernitsy. Deux œuvres qui se situent entre histoire et ethnographie. Commençons par les Cosaques. La scène se déroule au XVIIe siècle en Ukraine. Les Cosaques formaient une population indépendante des pouvoirs royaux
et impériaux polonais et russes qui cherchaient à préserver son indépendance. Il s'agissait d'une force militaire dotée d'une organisation politique propre. Sur ce tableau, les Cosaques sont représentés écrivant une lettre insultante au sultan ottoman alors qu'il refusait de lui faire allégeance. Vous voyez ici, au centre du tableau, la lettre et tout autour, les Cosaques qui rient des insultes qu'ils écrivent au sultan. Quelles ont été les sources d'Ilya Répine pour ce tableau? Il s'est tout d'abord appuyé sur une lettre à l'authenticité douteuse publiée dans les années 1870. Ilya Répine est également allé en Ukraine en 1880. Il y a suivi un itinéraire conseillé par l'historien Nikolai Kostomarov, qui avait publié la dite lettre. Durant une dizaine d'années, Ilya Répine a accumulé de la documentation. Il a notamment rencontré en 1887 un historien spécialiste de la question, Dmytro Yavornitsky, qui possédait une collection d'objets ukrainiens anciens. C'est avec l'ensemble de ces données qu'il a peint son tableau, commencé en 1880 et achevé en 1891, soit 11 ans plus tard. Il y avait une réelle volonté de se documenter, tant sur le terrain, en Ukraine, qu'auprès d'historiens. Вечорниці est également le fruit de son voyage de 1880. Вечорниці signifie veiller en ukrainien. Ce mot désigne des soirées festives durant lesquelles de jeunes gens se rencontraient. Ilya Répine a assisté à ce type d'événement qu'il représente ici. Vous avez donc l'intérieur d'une maison avec des icônes au fond. Nous sommes dans une maison traditionnelle ukrainienne et les jeunes gens qui dansent et qui jouent de la musique. C'est assez intéressant puisque Shevchenko a laissé des textes sur ce voyage, textes écrits en russe, mais avec des passages en ukrainien pour désigner, par exemple, la maison dans laquelle se situait cette fête ou les jeunes hommes et les jeunes femmes. Vous avez certains mots qui sont en ukrainien de manière tout à fait volontaire. Ilya Répine avait conscience d'être face à des personnes qui n'étaient pas russes, mais qui étaient bien ukrainiennes. Les Ukrainiens eux-mêmes ont représenté leur propre pays. C'est le cas de Fedor Klitschevski, le frère de Vassil Klitschevski, qui avait construit l'Assemblée territoriale de Poltava, bâtiment inspiré des arts populaires ukrainiens. C'est également le cas de Nikolai Pimonenko, un peintre ukrainien dont le parcours est intéressant. Nikolai Pimonenko a commencé ses études à Kiev, à l'école de dessin Mulashko. Il s'agissait d'une école privée qui avait été ouverte de 1875 à 1901. Cette institution était financée par des mécènes, la famille Tereshchenko. Nous pouvons souligner ici l'importance de l'initiative privée, comme cela avait été le cas, par exemple, pour les musées ethnographiques. Par la suite, Pimonenko a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe. Il avait suivi l'enseignement d'Ilya Répine, dont nous venons de parler. Nikolai Pimonenko a par la suite travaillé à Kiev, où il a représenté la vie quotidienne du peuple ukrainien avec une grande précision, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec la récolte en Ukraine. Les champs de blé couvrent l'Ukraine et sont une thématique très appréciée des peintres qui représentent l'Ukraine. Certains se sont intéressés aux Ukrainiens, d'autres se sont intéressés aux Hutsul. Qui sont les Hutsul? Ce sont en quelque sorte des Ukrainiens des montagnes installés dans les Carpates, dans cette région. Ils vivaient principalement de l'élevage, mais pas uniquement, et possédaient de riches vêtements de laine brodée. Vous en avez un exemple sur cette carte postale. Vous voyez ici les vêtements de laine brodée. Ayant leur propre tradition, ils ont suscité l'intérêt des chercheurs et des artistes. Les artistes installés en France avaient des Bretons,
ceux installés en Ukraine avaient les Rutsul. Gauguin est allé en Bretagne. Je vais maintenant vous montrer quelques artistes qui sont allés dans les Carpates. Avant cela, je souhaiterais vous parler d'un livre et d'un film. Les Chevaux de Feu, une nouvelle publiée par Mikhailo Kotsubinski en 1910. Un ouvrage qui narre les histoires d'amour tragiques d'Ivan, de Marichka et de Palagna. Cette nouvelle a été adaptée en film par Sergueï Parajanov en 1965 et je ne peux que vous recommander de regarder Les Chevaux de Feu. Les Rutsul ont par exemple attiré l'attention du peintre polonais Kazimierz Cieszulski. Ce dernier est né en 1879 à Lviv et décédé en 1942 dans la même ville. En 1900, il s'est inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, où il a notamment suivi les cours de Stanisław Wyspiański. Stanisław Wyspiański, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait été le professeur du peintre ukrainien Mikhail Żuk. Durant l'hiver 1904-1905, Kazimierz Cieszulski a vécu dans la région des Rutsul. Au printemps et à l'été 1905, il a eu le droit à une exposition individuelle à Cracovie puis à Lviv, durant lequel il a exposé des toiles à thématique Rutsul. Il a représenté les Rutsul dans leur environnement quotidien, mais il s'est également inspiré de leurs traditions et de leurs vêtements pour des compositions religieuses, comme cette Madone Rutsul peinte en 1914. Vous voyez que les personnages, et notamment la Vierge et le Christ, sont vêtus de vêtements traditionnels Rutsul en laine, ici sans manches, brodés. Le fond doré indique le caractère sacré de la scène. Il renvoie tant à l'art byzantin qu'à l'art de la sécession viennoise. Nous pouvons penser par exemple au baiser de Gustav Klimt. Les Rutsul ont également inspiré Ivan Levinsky, un céramiste ukrainien installé à Lviv. Je vous parle beaucoup de Lviv et vous voyez à quel point cette ville est importante, mais aussi à quel point cette ville est complexe. Vous avez à la fois des Ukrainiens et des Polonais qui sont installés là-bas, ce qui ne va pas sans créer des tensions. En tout cas, dans le domaine de l'étude des Rutsul, Ivan Levinsky s'intéresse à eux comme Kazimierz Cieszulski. Ivan Levinsky fonde en 1889 une manufacture de céramique. Il produit de la céramique architecturale, de la vaisselle de table, en s'inscrivant dans le contexte de l'art nouveau européen. Pour certaines de ses créations, les céramiques de table, il s'est inspiré de l'art populaire ukrainien et plus particulièrement de l'art populaire Rutsul. C'est ainsi qu'il a transposé en céramique les motifs que l'on pouvait retrouver dans la peinture Rutsul, dans la sculpture sur bois ou encore en broderie. Ces céramiques ont permis la diffusion à grande échelle des motifs de l'art populaire Rutsul. Que peut-on dire de tout cela? Je vous ai présenté deux faces, très différentes l'une de l'autre et qui ont coexisté. Vous avez pu le comprendre, la situation est très complexe. Il y a des Ukrainiens, des Polonais, des Russes, des Allemands, des Juifs qui coexistent sur un même territoire, deux pouvoirs, l'Autriche, enfin l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe, qui dominent de manière plus ou moins violente. Ivan Franko a été arrêté à plusieurs reprises au sein de l'Empire austro-hongrois, comme Lesia Ukrainka ou Taras Shevchenko du côté russe. Il y avait néanmoins une plus grande liberté relative côté austro-hongrois. Tous deux ont néanmoins imposé leur présence dans l'espace public. Par exemple, l'Empire russe, avec ses constructions inspirées des XVIe et XVIIe siècles russes.
Le combat des intellectuels ukrainiens portait avant tout sur la langue ukrainienne et sur l'étude des Ukrainiens, qu'elle soit ethnologique ou historique. La langue est vraiment un point fondamental de l'identité ukrainienne. Langue interdite au sein de l'Empire russe, avec aujourd'hui des auteurs qui sont fondamentaux pour la pensée ukrainienne, comme Taras Shevchenko, Lyssia Ukrainka, Ivan Franko. Dernier point que je souhaite mettre en avant, l'Ukraine s'est développée grâce à d'importantes initiatives privées. Les musées, les sociétés savantes, les écoles de dessin, pour ne citer que quelques exemples, se sont développés grâce à des intellectuels, des artistes, des mécènes installés en Ukraine. Les pouvoirs russes et austro-hongrois ont, bien entendu, développé le territoire ukrainien en construisant par exemple une université à Lviv, mais le rôle des personnes privées a été fondamental dans cette période. Aujourd'hui, ce patrimoine est en danger. Vous le savez, actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Voici une vue de Kharkiv, sauf erreur de ma part, avec derrière une église néo-russe et ici des bâtiments du XIXe siècle, sauf erreur de ma part, partiellement détruits. Les attaques portent également sur la langue ukrainienne, encore une fois. Vous avez peut-être vu que là où les Russes arrivent, ils remplacent tout ce qui est en ukrainien par du russe. C'est donc un combat engagé déjà au XIXe siècle qui n'est pas encore achevé. Je vous remercie pour votre attention.